Juillet 1941. L'air au-dessus des vastes plaines russes était dense, alourdi par la chaleur estivale et la poussière soulevée par des millions de bottes et des milliers de chars. Le grondement lointain des moteurs diesel et le cliquetis métallique des chenilles annonçaient l'arrivée d'une force imparable. La Wehrmacht, la machine de guerre nazie, avançait comme une marée d'acier et de feu, balayant tout sur son passage. L'opération Barbarossa, le plan audacieux d'Hitler pour écraser l'Union soviétique, battait son plein. L'Europe tremblait sous le poing de fer du Troisième Reich. Et maintenant, le cœur de la Russie était en ligne de mire. Il y avait une confiance presque divine dans les yeux des généraux allemands, une arrogance forgée par des victoires éclairs, par la Blitzkrieg qui avait démantelé des nations entières en quelques semaines. Paris était tombé. La Pologne avait été balayée. La Grande-Bretagne résistait, mais isolée. L'Union soviétique, selon la vision d'Hitler, ne serait qu'un autre géant aux pieds d'argile, prêt à s'effondrer. Le plan était simple, brutal, avancé sur 3 axes principaux. L'un d'eux, le groupe d'armées nord, avait une destination claire, Léningrad. Léningrad. Ce n'était pas seulement une ville sur une carte, c'était un symbole. L'ancienne Saint-Pétersbourg, berceau de la révolution bolchevique, le joyau de la Baltique, la ville de Lénine. Sa capture serait un coup psychologique dévastateur, une victoire qui résonnerait dans le monde entier. Pour Hitler, Léningrad ne devait pas seulement être conquise, elle devait être anéantie, réduite en poussière, ses habitants éliminés. Une tâche dans l'histoire qui serait effacée à jamais. Les odeurs de terre mouillée et de forêt, typiques de l'été russe, commençaient à se mêler à l'odeur âcre de la poudre et de la fumée, un prélude à l'enfer qui approchait. Les soldats allemands, dans leurs uniformes gris-vert, sentèrent la chaleur et l'humidité, mais leur cœur battait avec la certitude de la victoire. Les ordres étaient clairs, il n'y aurait aucune pitié, il n'y aurait aucune reddition. Léningrad serait encerclé, étranglé, puis dévoré. Le rugissement des canons se rapprochait, un tambourinement incessant qui faisait trembler la terre. Le ciel, bleu et vaste en cet été, semblait indifférent au destin de millions de personnes. Mais sous la surface de cette confiance écrasante, il y avait une graine de doute. La Russie n'était pas la France. La Russie était vaste, implacable, et l'hiver russe, l'hiver russe. Mais, pour l'instant, le soleil brillait. Les divisions Panzer avançaient, leurs moteurs hurlant, les mitrailleuses crachant le feu. L'infanterie suivait, une vague humaine imparable, balayant villages et forêts. La résistance soviétique initiale était acharnée, mais désorganisée, prise par surprise par l'ampleur et la vitesse de l'attaque. Des corps gisaient sur les chemins de terre, le silence de la mort brisé seulement par l'avancée inexorable de la Wehrmacht. L'air vibrait de la promesse d'une sombre gloire, d'une victoire qui réécrirait l'histoire. Les yeux d'Hitler brûlaient à la vision de Léningrad tombant, et l'Europe entière, sous sa domination, assisterait à l'événement. À chaque kilomètre conquis, l'optimisme allemand grandissait. À chaque pont traversé, à chaque ville subjuguée, la légende de l'invincibilité nazie se solidifiait. Les généraux du haut commandement allemand, dans leurs bunkers lointains, suivaient l'avancée avec des cartes et des épingles. Chaque mouvement étant un pas calculé vers la victoire finale. Ils voyaient Léningrad comme un prix mûr, prêt à être récolté. Le monde retenait son souffle, tandis que l'ombre de la croix gammée s'étendait sur la Russie. Ce fut le prélude à l'un des sièges les plus longs, brutaux et héroïques de l'histoire humaine. Une saga de souffrance indicible et de résistance inébranlable. Abonnez-vous maintenant et rejoignez notre légion d'historiens pour revivre le passé qui a façonné notre présent. Les premiers jours du siège furent marqués par une avancée implacable, une tempête d'acier et de poudre qui balaya le paysage. Les divisions d'infanterie allemandes, appuyées par une artillerie dévastatrice et la force brute des panzers, poussaient les lignes soviétiques avec une férocité calculée. L'odeur de terre retournée se mêlait à l'odeur métallique du sang frais et à la fumée âcre des combats. Des villages brûlaient, des forêts étaient déchirées par des explosions. À chaque pas, la Wehrmacht se sentait plus proche de son objectif, le cœur symbolique de l'Union soviétique. La vitesse était vertigineuse. En quelques semaines, les forces allemandes, avec le soutien crucial des Finlandais au nord, coupèrent les principales routes de ravitaillement de Léningrad. Les routes, autrefois veines pulsantes de commerce et de vie, devinrent des chemins de fuite désespérés ou pire, des champs de bataille,
où la mort attendait à chaque tournant. Les soldats allemands, encore nourris par l'illusion de la Blitzkrieg, marchaient sous un soleil de fin d'été, la fatigue déguisée par l'adrénaline de la victoire imminente. Leurs machines de guerre, symbole d'un pouvoir industriel écrasant, rugissaient sans cesse, les canons crachant le feu et la destruction. Mais à mesure que le cercle se refermait, la nature du conflit commença à changer. La résistance soviétique, auparavant désorganisée, s'endurcissait. Chaque mètre de terre était disputé avec un désespoir croissant. La ville de Léningrad ne serait pas une cible facile. Ses habitants, civils et militaires, commençaient à se préparer à l'impensable. La confiance allemande, bien qu'encore élevée, commença à être mise à l'épreuve par des embuscades brutales et des contre-attaques suicidaires. Ce qui semblait être une marche triomphale se transformait lentement en une étreinte mortelle, un piège qui allait retenir les deux camps. Le 8 septembre 1941, le dernier lien terrestre de Léningrad avec le reste de l'Union soviétique fut coupé. Les troupes allemandes et finlandaises complétèrent l'encerclement. Le silence, autrefois impensable, tomba sur les routes qui reliaient la ville au monde extérieur. Un silence lourd, uniquement rempli par le tambourinement lointain de l'artillerie et le bourdonnement menaçant des avions de reconnaissance. La ville, avec ses 3 millions d'habitants, était désormais isolée, une île assiégée dans une mer d'hostilité. Pour les Léningradois, l'air de la ville changea. Il devint dense, alourdi par l'appréhension. Le son des cloches des églises, autrefois une consolation, ressemblait maintenant à une lamentation. L'odeur du pain frais commençait à être remplacée par l'odeur de fumée et de poussière des bâtiments en ruine. Les bombardements aériens étaient si fréquents que le ciel semblait saigner le feu et l'acier. Les premières bombes tombèrent avec un fracas assourdissant, transformant des rues vibrantes en tas de décombres, des vies en fumée. L'enfer était arrivé. Ce n'était pas l'enfer des flammes éternelles, mais l'enfer glacial et affamé d'un siège total. Ce 8 septembre marqua le début d'une épreuve qui allait durer 872 jours. Léningrad, le joyau de la Baltique, était désormais pris au piège. Un piège mortel s'était refermé, et la promesse de victoire rapide pour la Wehrmacht commençait à s'évanouir sous le poids de la résistance intransigeante et de la terreur croissante. L'optimisme initial des envahisseurs fut confronté à la réalité d'une ville qui refusait de tomber, même lorsque le froid mordant de l'automne commençait à s'insinuer, un prélude à l'hiver brutal qui approchait. L'enfer promis ne tarda pas à se manifester. L'encerclement achevé, les réserves de nourriture et de carburant de Léningrad commencèrent à diminuer à une vitesse alarmante. Les stocks, déjà insuffisants pour une population de millions d'habitants, étaient dévorés par le besoin urgent. Le pain, symbole de vie, se transforma en un mélange de plus en plus rare de farine, de sciure et de tout substitut disponible. L'odeur de la famine, une odeur métallique et douce de décomposition interne, commença à planer sur les rues, se mêlant à la fumée constante des bombardements. L'artillerie allemande et finlandaise, positionnée dans un anneau de fer autour de la ville, commença son travail méthodique de destruction. Le son des obus devint la bande sonore de la vie à Léningrad, un sifflement croissant, suivi d'un fracas dévastateur qui faisait trembler le sol et brisait les vitres. Bâtiments historiques, hôpitaux, écoles, rien n'était à l'abri. Le ciel autrefois bleu était maintenant une toile grise de fumée et de débris, ponctuée d'explosions qui semblaient déchirer le tissu de l'air. Des cris de douleur et de désespoir se mêlaient au son de la destruction, une symphonie macabre qui résonnait dans les rues en ruine. Sur les lignes de front, la bataille était un enfer particulier. Les soldats soviétiques, dont beaucoup de jeunes volontaires et de civils armés, affrontaient la machine de guerre allemande dans des combats au corps à corps qui défiaient la raison. La boue de l'automne se transforma en sang et en viscères. Le fusil Mosin Nagant, lourd et fiable, était manié avec une fureur désespérée. L'odeur de poudre brûlée et de sueur imprégnait les tranchées, où hommes et femmes luttaient jusqu'à leur dernier souffle. Il n'y avait pas de retraite. Il n'y avait pas de reddition. La ville derrière eux était leur foyer, leur histoire, et l'idée de la voir tomber était plus terrifiante que la mort. Du côté allemand, la confiance initiale cédait la place à une frustration croissante. Léningrad ne tombait pas. Les défenses soviétiques, improvisées et héroïques, transformaient chaque avancée en un bain de sang. Les soldats de la Wehrmacht, habitués aux victoires rapides, rencontraient une résistance qu'ils n'attendaient pas.
L'hiver, qui était auparavant une menace lointaine, commençait à se manifester avec des vents mordants et les premières neiges. Le sol, autrefois meuble et boueux, durcissait sous la glace, rendant difficile le mouvement et le creusement de tranchées. Le froid s'infiltrait dans les uniformes, les bottes, les os. À l'intérieur de la ville assiégée, la vie se transformait en une lutte pour la simple survie. Les femmes, les personnes âgées, les enfants, tous devinrent partie de la défense. Ils creusaient des tranchées, construisaient des barricades avec des décombres, éteignaient des incendies sous le feu ennemi. La perspective d'une mère, voyant son enfant dépérir de faim, était d'une douleur indicible, un cri silencieux qui se perdait dans l'immensité du siège. La mort devint une présence constante, un voisin indésirable qui frappait à la porte de chaque famille. Les corps, beaucoup d'entre eux gelés dans les rues, étaient les témoins silencieux de la brutalité du siège. La famine était l'ennemi le plus insidieux. Elle rongeait la chair mais aussi l'âme. Le rationnement du pain diminuait jour après jour pour n'atteindre que 125 grammes pour les civils et les travailleurs non essentiels, une tranche mince, presque transparente, qui atténuait à peine l'agonie. Les gens mangeaient tout ce qu'ils pouvaient trouver, chiens, chats, oiseaux, et même de la colle à papier peint et du cuir. La dignité humaine était mise à rude épreuve. Le froid implacable commençait à geler les conduites d'eau, à paralyser les transports et à transformer la ville en un labyrinthe de rues glacées et sombres. L'enfer glacé promis était maintenant une réalité tangible. Chaque jour qui passait, l'espoir diminuait, mais la résilience grandissait. Leningrad refusait de plier. La ville, blessée et affamée, pulsait d'une détermination féroce, un refus de succomber. Les bruits d'explosion étaient accompagnés par les marteaux de ceux qui réparaient, par les cris d'ordre de ceux qui luttaient. C'était une bataille non seulement pour le territoire, mais pour l'existence même, pour l'âme d'un peuple. L'hiver de 1941-1942 serait le plus brutal de l'histoire, et Leningrad était sur le point de l'affronter de front, un défi qui mettrait à l'épreuve les limites de la résistance humaine. L'hiver de 1941-1942 arriva avec une férocité qui dépassa toute prévision, transformant le siège en un paysage apocalyptique de glace et de mort. Les températures chutèrent à 30-35 degrés Celsius, un froid mordant qui non seulement paralysait les machines, mais gelait l'espoir dans les cœurs. L'air devint un miroir de fumée et d'haleine gelée, et le silence de la neige qui tombait n'était brisé que par le hurlement du vent et le fracas occasionnel de l'artillerie. Les rues de Leningrad, autrefois vibrantes, se transformèrent en labyrinthe de neige et de corps, beaucoup d'entre eux gelés dans des positions de repos éternel, témoins muets d'une bataille perdue contre le froid et la famine. La famine, déjà un fléau, atteignit des niveaux d'horreur indicibles. Les 125 grammes de pain quotidien, un mélange amer de farine, de cellulose et de sueur, soutenaient à peine la vie. Les gens dépérissaient, leurs corps émaciés, les yeux creux et sans éclat. L'odeur de chair humaine rôtissait dans l'air lorsque certains, poussés à l'extrême limite, recouraient au cannibalisme, un tabou que le désespoir brisait. La dignité humaine était corrodée, mais la volonté de survivre, pour beaucoup, était une flamme qui refusait de s'éteindre. Les médecins et les infirmières, eux-mêmes au bord de l'épuisement, luttaient pour sauver des vies dans des hôpitaux sans chauffage, sans nourriture, avec un minimum de fournitures. Le son constant de la toux et des gémissements remplissait les couloirs glacés. De l'autre côté des lignes, la Wehrmacht ressentait également le poids de l'hiver russe. Les soldats allemands, vêtus d'uniformes inadéquats pour le froid extrême, souffraient d'engelures, de gangrènes et de maladies respiratoires. Leurs armes, conçues pour des climats plus doux, tombaient en panne. L'huile moteur gelait, les chars ne démarraient pas, et les soldats devaient chauffer leurs fusils avec des torches pour pouvoir tirer. L'arrogance initiale fit place à un sombre désespoir. On leur avait enseigné que Leningrad tomberait en quelques semaines, mais les mois passaient, et la ville, fantôme d'elle-même, résistait toujours. L'enfer n'était pas seulement pour les assiégés, il était aussi pour les assiégeants, un piège glacé qui consumait tout le monde. Les batailles dans les tranchées étaient brutales, menées au milieu de la neige et de la glace. Les soldats soviétiques, affamés et gelés, mais poussés par une fureur désespérée, se lançaient contre les lignes allemandes dans des contre-attaques suicidaires. Le bruit des tirs était étouffé par la neige, mais les cris de douleur et les sons métalliques des baïonnettes qui s'entrechoquaient résonnaient dans le paysage blanc.
Des hommes gelaient à leur poste, leurs doigts collés aux gâchettes, leurs yeux fixés sur l'ennemi. La mort était une libération, une fin à l'agonie de la faim et du froid. Mais la lutte continuait. À l'intérieur de Leningrad, la vie se réorganisait autour de la survie. Les usines, exploitées par des femmes et des enfants épuisés, continuaient à produire des armements, leurs mains gantées parvenant à peine à manipuler les outils. Le son rythmé des machines se mêlait au crépitement des incendies et au hurlement du vent. Les bibliothèques, les théâtres, les universités, tous furent transformés en abris, hôpitaux ou centres de production. La culture, l'art, la musique, même au milieu de la catastrophe, étaient utilisés comme outils de résistance, de petites flammes d'espoir dans une obscurité écrasante. Des concerts étaient organisés dans des salles glacées, pour un public de quelques survivants, leurs visages pâles éclairés par la faible lueur des bougies. Le siège était un piège aux proportions bibliques. Toutes les routes terrestres étant coupées, le seul espoir de ravitaillement passait par le lac Ladoga, à l'est de la ville. Lorsque l'hiver gela le lac, une nouvelle et dangereuse route de la vie fut créée. Des camions, sous le bombardement constant de l'aviation et de l'artillerie, s'aventuraient sur la glace mince pour apporter de la nourriture et évacuer les plus faibles. Le bruit de la glace qui craquait sous les roues des véhicules était un son de terreur, un rappel constant de la fragilité de la vie. De nombreux camions coulèrent, emportant avec eux l'espoir et la vie de ceux qui étaient à bord. La glace du Ladoga devint un cimetière, mais aussi un symbole d'une résistance inébranlable. Des millions de vies étaient en jeu. L'effondrement moral était une menace aussi grande que la famine. Des familles entières succombaient, leurs corps découverts des jours plus tard, gelés dans leurs appartements non chauffés. Les morts étaient si nombreux qu'il n'y avait ni le temps ni l'énergie pour les enterrer correctement. Leurs corps étaient empilés dans des morgues improvisées, en attendant un dégel qui permettrait un enterrement décent. L'odeur de la mort planait sur la ville, un miasme poignant qui se mêlait à l'odeur de fumée et de faim. Leningrad devint un monument à la douleur humaine, un enfer congelé où chaque jour était une victoire contre l'anéantissement. La résistance cependant persistait. La radio de la ville continuait à émettre, avec la voix de la présentatrice Olga Bergholz, qui lisait des poèmes et des nouvelles, un fil ténu de connexion avec le monde et avec l'humanité même. Ces paroles étaient un baume, un rappel que Leningrad n'était pas seul, que le monde observait. L'esprit humain, même à son point le plus faible, refusait de se briser. Chaque jour qui passait, la ville prouvait à Hitler que sa croyance en la victoire rapide était une illusion cruelle, que Leningrad, bien que blessé, respirait toujours. L'hiver impitoyable n'était pas seulement une force de la nature, c'était un ennemi actif, une arme silencieuse qu'Hitler espérait voir achever le travail de son artillerie. Mais pour chaque vie fauchée par le froid et la famine, une étincelle de défi semblait s'allumer dans les yeux des survivants. L'apathie parfois prenait le dessus, transformant les gens en ombres marchantes, leurs mouvements lents et sans but. Les rues, couvertes d'un linceul blanc, étaient le théâtre de visions fantomatiques, où la famine déformait la réalité, créant des mirages de nourriture, de chaleur, d'un passé qui semblait avoir existé dans une autre vie. L'odeur de décomposition, auparavant subtile, était maintenant un voile épais qui planait sur la ville, se mêlant à l'odeur métallique du sang et à l'amertume de la fumée de bois brûlé. À l'intérieur des appartements glacés, souvent sans fenêtres, les familles s'entassaient sous de minces couvertures, partageant le dernier morceau de charbon ou une poignée de brindilles pour un feu mourant. Le silence n'était interrompu que par le grincement du vent dans les fissures et le claquement lointain des tirs d'artillerie. Les enfants, avec des visages vieillis par la privation, tentaient de se réchauffer contre le corps de leur mère, dont les cœurs battaient un rythme lent et fatigué. Le goût de l'eau, quand elle était obtenue, était celui de la glace fondue et de la suie, un rappel constant de la lutte pour l'existence. La vie se résumait à une recherche incessante de tout ce qui pouvait prolonger la respiration d'un jour de plus. La route de la vie sur le lac Ladoga était plus qu'une route de ravitaillement. C'était l'artère vitale, le fil ténu qui maintenait Leningrad connecté au monde. Mais c'était une artère qui saignait constamment. Des camions gaz AA, les légendaires Polutorka, étaient chargés de farine, de carburant et de médicaments, conduits par des hommes et des femmes héroïques qui affrontaient non seulement la glace traîtresse, mais aussi le bombardement incessant de la Luftwaffe et de l'artillerie allemande. Le bruit du moteur, autrefois un signe d'espoir,
étaient souvent étouffés par le fracas des bombes qui brisèrent la glace, engloutissant des véhicules entiers dans ces eaux glacées. Le Ladoga devint un cimetière pour des centaines de camions et leurs chauffeurs, leurs corps perdus dans les profondeurs sombres, mais leur sacrifice alimentait la flamme de la résistance. Du côté allemand, la frustration atteignait des niveaux dangereux. Le haut commandement de la Wehrmacht avait sous-estimé non seulement l'immensité de la Russie et la férocité de son hiver, mais aussi la ténacité indomptable du peuple soviétique. Léningrad, qui aurait dû tomber en quelques semaines, résistait depuis des mois, une épine enfoncée dans le flanc de leur avancée. Les rapports des commandants de terrain peignaient un tableau sombre. Des soldats souffrant de graves engelures, un moral en déclin, des fournitures épuisées et l'impossibilité de briser les défenses soviétiques, même avec la ville au bord de l'effondrement. L'enfer glacé qu'ils avaient planifié pour Léningrad commençait à les consumer également, transformant leur confiance initiale en une amère désillusion. Les piles de corps dans les rues de Léningrad, recouvertes par la neige, étaient une vision devenue courante. Mais au milieu de cette obscurité, de petits actes d'humanité fleurissaient. Des médecins et des infirmières, épuisés et affamés, continuaient d'opérer dans des conditions impossibles, sauvant des vies avec un minimum de ressources. Des enseignants, même sans nourriture ni chauffage, tentèrent de maintenir les cours, utilisant leurs dernières forces pour éduquer les enfants, gardant l'espoir d'un avenir. Des artistes se produisaient dans des théâtres glacés, jouant pour un public squelettique, mais attentif, cherchant un refuge momentané dans la beauté et l'art. La culture devint une forme de résistance, une affirmation que, malgré tout, l'humanité de la ville ne serait pas écrasée. À chaque explosion d'artillerie, à chaque morceau de glace qui se rompait sur le Ladoga, à chaque gramme de pain rationné, la ville de Léningrad réécrivait la définition de la résilience. C'était une lutte contre l'ennemi extérieur, mais aussi contre le désespoir intérieur. La bataille n'était pas menée uniquement avec des armes et des tranchées, mais avec le refus de se rendre, avec la détermination de survivre à chaque jour que l'hiver et le siège imposaient. Le printemps apporterait un nouvel ensemble de défis, mais la ville avait déjà prouvé que même au cœur de l'enfer glacé, la vie et la lutte persistaient. Le printemps arriva, mais n'apporta pas de soulagement, seulement une nouvelle forme de tourment. Le dégel transforma les rues de Léningrad en rivières de boue et d'égouts, révélant les corps que la neige avait cachés. L'odeur de décomposition, auparavant masquée par le froid, devint insupportable, se mêlant à l'odeur métallique de la rouille et à la moisissure humide des caves. Avec la boue vinrent les maladies, typhus, dysenterie, choléra. Les hôpitaux, déjà surchargés par la famine et les blessures de guerre, luttaient maintenant contre des épidémies qui fauchaient des vies avec la même efficacité que les obus allemands. Chaque jour, plus de gens tombaient, non pas par des balles, mais par des microbes invisibles. Un nouveau front dans la guerre pour la survie. La route de la vie, sur le lac Ladoga, qui avait été la planche de salut gelée, se transformait maintenant en une route aquatique encore plus précaire. Bateaux et barges, souvent improvisés et surchargés, s'aventuraient sur les eaux traîtresses du lac, sous l'attaque constante de la Luftwaffe. Le son des moteurs des Junkers et des Messerschmitts devint un prélude à la terreur, suivi par le piquet et le fracas des bombes qui déchiraient la surface de l'eau, engloutissant des embarcations entières dans ces vagues glacées. Le Ladoga, qui en hiver était un cimetière de glace, au printemps et en été devint un cimetière aquatique, ses secrets submergés gardant les histoires de sacrifice et de désespoir. À l'intérieur de la vie s'éternisait à un rythme d'épuisement. L'apathie était un ennemi aussi puissant que l'artillerie. Les visages des gens étaient des masques de fatigue, les yeux vides, la peau grise. La faim, bien que légèrement moins aiguë avec l'arrivée de plus de ravitaillement par la route de la vie aquatique, était toujours une présence constante, une étreinte à l'estomac qui ne cédait jamais. Les gens apprirent à vivre avec la mort, à voir les corps tomber dans les rues sans sourciller, à accepter l'inévitable avec une résignation glaciale. La ligne entre la vie et la mort était ténue, et beaucoup l'avaient déjà traversée en esprit, même si leur corps respirait encore. Malgré tout, la résistance persistait, un miracle de têtue humaine. Les usines, exploitées par des mains tremblantes de faiblesse, continuaient à produire des armements, des munitions, des pièces d'artillerie. Femmes et enfants, la dignité blessée mais non brisée, travaillaient par équipes épuisantes, leurs corps squelettiques déplaçant de lourdes machines. Le son des presses et des marteaux
était un hymne à la résilience, une note de défi qui résonnait dans les rues en ruine. La ville ne faisait pas que survivre, elle se battait. Du côté allemand, la frustration atteignait son paroxysme. Léningrad refusait de tomber. Le haut commandement de la Wehrmacht, sous la pression implacable d'Hitler, voyait ses plans s'effondrer. La guerre éclair s'était transformée en un siège prolongé, une lente saignée qui consommait ressources et morale. Les soldats allemands, épuisés et désillusionnés, voyaient la ville assiégée comme un fantôme, une forteresse imprenable qui les défiait chaque jour. L'hiver précédent en avait brisé beaucoup, et la perspective d'un second hiver, avec la ville toujours debout, était un cauchemar qui se matérialisait. La stratégie allemande s'est durcie. L'artillerie s'est intensifiée, transformant les bombardements en une routine quasi quotidienne. L'objectif n'était pas seulement de détruire, mais de terroriser, de briser l'esprit des Léningradois. Le son des obus devint si commun que les gens levaient à peine la tête, leurs oreilles habituées au sifflement de la mort. Mais chaque explosion, chaque bâtiment en ruine, chaque vie fauchée, ne faisait que solidifier la détermination de ceux qui restaient. La haine de l'envahisseur devint un carburant, une flamme froide qui brûlait dans les cœurs affamés. La vie culturelle, de manière surprenante, résistait également. L'orchestre de la radio de Leningrad, composé de musiciens affamés et épuisés, répétait la 7e symphonie de Shostakovich, connue sous le nom de Symphonie de Leningrad. Transmise par la radio avec des haut-parleurs dans les rues et les tranchées, la musique était un cri de défi, une affirmation de la vie et de l'humanité contre la barbarie. Le son des cordes et des cuivres, bien que faible, était un rappel que la culture de la ville ne serait pas réduite au silence, que l'âme de Leningrad pulsait toujours. Le siège s'éternisait, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois. Chaque aube était une victoire, chaque coucher de soleil un soulagement. Leningrad devint un symbole d'une lutte inégale, où la volonté humaine était mise à l'épreuve face à la machine de guerre la plus puissante du monde. La ville était un piège, certes, mais un piège qui retenait autant les assiégés que les assiégeants, les consumant tous dans son étreinte glacée et sanglante. Le deuxième hiver approchait, et avec lui, la certitude que l'épreuve était loin d'être terminée. Le deuxième hiver, celui de 1942-1943, arriva non seulement avec le froid mordant, mais avec une épaisse couche de désespoir accumulée. Les réserves de graisse, physiques et émotionnelles, avaient déjà été consommées l'année précédente. Maintenant, le corps humain était à sa limite, et l'âme une flamme vacillante. Les températures, une fois de plus, chutèrent, transformant chaque inspiration en un rasoir de glace dans les poumons. Le vent, autrefois un hurlement, ressemblait maintenant à une lamentation éternelle, balayant les rues vides et les décombres gelés de Leningrad, emportant avec lui les derniers vestiges de chaleur et d'espoir. L'odeur de la mort, du charbon brûlé et des corps non enterrés était le parfum amer de la ville. La faim, une vieille et cruelle connaissance, revint avec une férocité encore plus grande. Les rationnements étaient minimes, la subsistance, un miracle quotidien. Les gens, déjà squelettiques, étaient maintenant des ombres translucides, leurs mouvements lents, chaque pas un effort monumental. La peau était étirée sur les os, les yeux enfoncés dans des orbites sombres, reflétant le vide. Le moral, malgré les actes héroïques, était une corde tendue au maximum, prête à se rompre à tout moment. Le cannibalisme, une horreur chuchotée le premier hiver, devenait maintenant une réalité plus fréquente, un tabou que la faim extrême pulvérisait sans pitié, laissant une traînée de honte et de culpabilité pour ceux qui, d'une manière ou d'une autre, survivaient. La route de la vie sur le Ladoga, à nouveau gelée, était la seule artère qui pulsait encore, mais c'était une artère sous hémorragie constante. Chaque jour, camions et traîneaux, tirés par des chevaux ou par des hommes et des femmes épuisés, tentaient de traverser la glace traîtresse, sous l'attaque incessante de l'artillerie allemande et des bombardiers de la Luftwaffe. Le bruit de la glace qui craquait sous les roues était un tambourinement de mort et le fracas des bombes, une confirmation de leur présence constante. Beaucoup n'atteignaient pas l'autre côté, leurs véhicules et leurs corps engloutis par les eaux glacées du lac, transformant le Ladoga en un cimetière en constante expansion, un tombeau de glace et d'acier qui gardait les secrets des sacrifiés. Sur les lignes de front, la bataille était une danse macabre de survie. Les soldats soviétiques, mal nourris mais endurcis par l'enfer, affrontèrent les Allemands dans des tranchées gelées. L'odeur de la poudre se mêlait à celle du sang et de la sueur gelée. Les combats étaient brutaux,
au corps à corps, où la baïonnette et la crosse du fusil étaient aussi importantes que la balle. À chaque mètre conquis ou perdu, le coût humain était immense. Les blizzards balayaient le champ de bataille, couvrant les morts et les blessés d'un manteau blanc et indifférent, transformant le paysage en un suaire glacé. Du côté allemand, la confiance s'était évanouie en cendres. Le deuxième hiver russe était une répétition de leur cauchemar, mais avec l'aggravation de l'épuisement et de la désillusion accumulée. Leurs soldats, également au bord de l'effondrement, souffraient d'engelures, de dysenterie et de typhus. La Wehrmacht, autrefois invincible, était prise au piège dans une souricière glacée, ses plans de victoire rapides défaits par l'entêtement d'une ville assiégée. Le moral déclinait, les rapports des commandants de terrain étaient de plus en plus sombres, et la perspective d'un troisième hiver semblait être une condamnation à mort. Léningrad, le fantôme, refusait d'être enterré. À l'intérieur de la ville, cependant, la flamme de la résistance, bien que faible, brûlait toujours. Les usines continuaient à produire, les femmes et les enfants à leur poste, faisant fonctionner les machines par la force de la pure volonté. La radio transmettait toujours la voix d'Olga Bergholz, un phare d'humanité dans l'obscurité. Les écoles, lorsque cela était possible, ouvraient leurs portes, les enseignants, squelettiques, essayant d'inculquer quelques connaissances et espoirs dans les esprits affamés des enfants. De petits actes de bonté, de partage du dernier morceau de pain, d'un sourire fatigué, étaient les fils qui maintenaient la société unie, un témoignage silencieux de la capacité humaine indomptable à résister au désespoir. La ville était un corps blessé, mais son cœur battait toujours. Le bombardement continuait, à chaque explosion, un morceau de Léningrad s'effondrait, plus de vie était perdue. Le son des obus, autrefois terrifiant, était devenu partie intégrante du paysage sonore, un rappel constant de la présence de l'ennemi. Mais chaque jour où la ville résistait était une victoire, un défi à la logique militaire, une négation de la volonté d'Hitler. Léningrad n'était pas seulement une ville, c'était un symbole, un bastion inébranlable contre la barbarie, un enfer congelé qui refusait de céder. La lutte était loin d'être terminée, mais la graine de la résilience avait déjà germé dans les ruines. À chaque aube, le soleil pâle parvenait à peine à percer le brouillard glacé qui planait sur Léningrad, révélant un paysage de désolation et d'entêtement. La vie à l'intérieur de la ville était une chorégraphie macabre de survie. Les gens, maintenant réduits à de simples squelettes ambulants, se traînaient dans les rues, leurs yeux fixés sur un point lointain, comme si l'espoir lui-même était un luxe trop lourd à porter. L'odeur de la mort, du bois brûlé et des corps sans sépulture était un voile constant, se mêlant à l'odeur métallique et glaciale de l'air. À chaque pas, la glace grinçait sous les pieds, un son qui était devenu la symphonie de la vie dans la ville assiégée. Mais au milieu de cette obscurité profonde, une flamme tenace brûlait. Ce n'était pas la flamme de l'optimisme facile, mais la braise de la pure obstination. Les Léningradois étaient devenus des maîtres dans l'art de l'adaptation. Ils mangeaient tout ce qu'ils pouvaient trouver. Colle à papier peint, cuir, mauvaises herbes. L'ingéniosité pour survivre était aussi brutale que la faim qui la propulsait. Les usines, bien qu'exploitées par des mains tremblantes de faiblesse, continuaient à cracher des armes et des munitions, un témoignage que l'esprit de la ville refusait de plier. Le bruit des marteaux et des presses, étouffés par la neige, était le pouls d'une résistance qui défiait la logique. Au haut commandement soviétique, la décision était claire. Léningrad ne tomberait pas. L'opération Iskra, l'étincelle, était méticuleusement planifiée. Ce n'était pas seulement une question militaire, c'était une question d'honneur, d'idéologie, d'humanité. Les forces de l'armée rouge, épuisées par des années de guerre et des pertes inimaginables, étaient regroupées. De nouvelles divisions, des hommes et des femmes endurcis par le combat, étaient mobilisés vers le nord pour briser l'étreinte mortelle qui étouffait Léningrad. L'hiver, qui avait été un ennemi implacable, était aussi désormais un allié, rendant les mouvements allemands difficiles et fournissant la couverture nécessaire pour la concentration des troupes. La préparation de l'offensive était une bataille en soi. Le transport de fournitures et de troupes à travers le terrain gelé, sous le risque constant d'attaques aériennes et d'artillerie ennemie, était une tâche herculéenne. Chevaux, traîneaux et véhicules blindés se traînaient dans la neige profonde, chaque mètre conquis étant un défi à la nature même. Le bruit des moteurs, le grincement du métal et le cri étouffé des commandants résonnaient dans les champs glacés. Les soldats, enveloppés dans leurs lourds manteaux d'hiver, sentaient à peine leurs doigts, mais la détermination dans leurs yeux
était un feu que le froid ne pouvait éteindre. L'espoir, fragile comme un flocon de neige, commençait à se former. Du côté allemand, la confiance d'Hitler en un effondrement imminent s'évanouissait en désillusion. Ses commandants de terrain, épuisés et démoralisés, envoyant des rapports de plus en plus pessimistes. Les soldats de la Wehrmacht, portant des uniformes inadéquats pour l'hiver russe, souffraient d'engelures, de maladies et de fatigue extrême. Le piège qu'ils avaient tendu pour Léningrad semblait s'être retourné contre eux, les emprisonnant dans un bourbier de glace et de neige. Le moral s'effondrait, et la perspective d'un troisième hiver, avec la ville toujours debout, était un tourment psychologique qui rongeait les rangs. Le rêve de victoire rapide s'était transformé en un cauchemar d'attrition interminable. À l'intérieur de Léningrad, des rumeurs et des chuchotements d'une possible offensive commencèrent à circuler, comme des courants électriques à travers un corps moribond. La radio, avec la voix inébranlable d'Olga Bergholz, ne parlait plus seulement de résistance, mais de représailles, d'un avenir où la ville serait libre. L'espoir, autrefois un concept abstrait, commençait à prendre forme, même si la réalité immédiate était encore celle de la faim et du froid. Les yeux, autrefois vides, brillaient parfois d'un éclat renouvelé. La perspective que le siège puisse de fait être brisé injectait une dose d'adrénaline dans l'âme collective, une force renouvelée pour supporter un jour de plus, une nuit de plus. La ville, bien que marquée par des ruines et des cicatrices, était un bastion de résistance inébranlable. Chaque explosion d'artillerie, chaque obus qui déchirait le ciel était un rappel de l'ennemi, mais aussi un catalyseur de la colère et de la détermination. Léningrad n'était pas seulement une ville assiégée, c'était un champ de bataille pour l'âme humaine, où la brutalité de la guerre confrontait la volonté indomptable de vivre. L'enfer congelé persistait toujours, mais une étincelle d'espoir, une promesse de libération, commençait à briller à l'horizon, préparant le terrain pour le point culminant de son épreuve. L'hiver de 1943 fut brutal, mais la glace apportait avec elle la promesse de la libération. Le 18 janvier 1943, l'opération Iskra, l'étincelle, éclata. Un rugissement d'artillerie soviétique déchira l'air glacé, le son de milliers de canons résonnant à travers les forêts gelées, un chœur de feu et d'acier qui annonçait la contre-attaque. Les forces de l'armée rouge venues de l'Est et de l'Ouest avancèrent comme une avalanche, hommes et chars brisant les défenses allemandes qui, épuisées et démoralisées, ne purent contenir la fureur accumulée. L'odeur de la poudre et du sang se mêlait à la vapeur de la respiration, la neige teintée de rouge sous la lumière pâle de l'aube. La bataille fut féroce, un carnage sur la glace et la neige. Chaque mètre était disputé avec la vie, chaque tranchée, un enfer gelé. Mais la détermination des Soviétiques était inébranlable. Dans un moment qui ressemblait à un miracle, les troupes de la 2e armée de choc et de la 67e armée se rencontrèrent à Schlisselbourg. Des larmes gelèrent sur les visages des soldats, des embrassades maladroites au milieu de la fumée et des décombres. Une petite bande de terre, de seulement 8 à 10 kilomètres de large, avait été ouverte. Ce n'était pas la fin du siège, mais c'était une brèche, un souffle de vie pour Léningrad, une artère par laquelle les fournitures pouvaient enfin circuler avec plus de constance. Malgré l'étincelle, l'épreuve continua pendant encore un an. Le siège complet ne fut levé que le 27 janvier 1944, après 872 jours d'enfer. La ville était en ruine, un corps blessé, mais son esprit inébranlable. Des millions de personnes, civiles et soldats, portèrent les cicatrices physiques et psychologiques de cet enfer glacé. Léningrad devint un symbole de résilience indomptable et d'héroïsme. L'arrogance militaire, la sous-estimation de l'esprit humain et le coût dévastateur des décisions stratégiques erronées de dirigeants comme Hitler, qui croyaient que Léningrad succomberait facilement, furent des leçons gravées au fer rouge. L'héritage du siège de Léningrad perdure dans des mémoriaux comme le cimetière mémorial de Piskaryovskoye, dans d'innombrables livres, films et dans les histoires orales transmises de génération en génération. Les cicatrices restent sur la terre et dans l'âme du peuple, un rappel éternel de la capacité humaine à endurer l'insupportable. Le siège de Léningrad est plus qu'un sombre chapitre de la Seconde Guerre mondiale. C'est une méditation poétique sur la brutalité de la guerre, le courage inébranlable et la résilience indomptable de l'esprit humain. Chaque ruine reconstruite, chaque histoire racontée est un cri contre la guerre, et le sang sur la neige est un rappel éternel du prix de la liberté.
Que cette histoire nous inspire à valoriser la paix et à nous souvenir des sacrifices de ceux qui ont affronté l'enfer. Aimez, partagez et abonnez-vous pour plus d'histoires épiques de l'histoire. Quelle bataille voulez-vous voir ensuite? Laissez votre commentaire et rejoignez notre voyage dans le passé.